Quand j'étais à l'université, j'avais l'habitude de garder une famille pendant quelques années lorsqu'elle partait en vacances annuelles en famille. J'ai vécu une poignée d'autres expériences effrayantes et effrayantes, mais celle dont je veux parler aujourd'hui est celle qui m'a forcé à quitter la maison à cause d'elle. J'avais la vingtaine et j'essayais de joindre les deux bouts. Le gardiennage de maison était l'une des nombreuses activités annexes que j'avais. La famille partirait en vacances de 2 semaines à l'étranger et n'aurait aucun service, donc si quelque chose n'allait pas, je devrais appeler la police ou leurs proches en fonction de la situation. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que j'ai déjà eu quelques expériences effrayantes avec leur maison avant cela, mais cela n'a jamais été assez effrayant pour me dissuader car ils m'ont très bien payé. Je travaillais dans un refuge pour animaux, je connaissais donc bien les soins aux animaux et je connaissais le comportement des chats. Cette famille avait 4 chats qui se comportaient tous très bien. Les premiers jours, tout allait bien. J'ai dormi dans la chambre d'amis et je suis allé à l'école depuis chez eux parce qu'ils habitaient assez près de là où je pouvais simplement marcher jusqu'en classe et je n'avais pas à payer pour le stationnement ni à apporter le déjeuner puisque je pouvais simplement retourner chez eux. Puis les problèmes ont commencé. Après quelques jours, mon petit ami de l'époque est venu dîner pour me tenir compagnie car il savait que j'étais toujours un peu effrayé par la maison. Nous nous sommes assis dans la chambre d'amis et avons regardé la télévision pendant quelques heures en mangeant jusqu'à ce qu'il dise qu'il devait rentrer chez lui. Parfois, il dormait chez moi, mais il m'a dit cette nuit-là qu'il avait le fort pressentiment qu'il avait besoin de dormir à la maison. Il m'a exhorté à rentrer chez moi parce que son intuition était vraiment mauvaise à ce moment-là. Il était environ minuit et pour être honnête, je ne voulais pas rentrer chez moi. Pour parler franchement, j'ai une vie de famille compliquée et je ne m'entends pas avec mes parents. Le seul moment où je pouvais m'éloigner de la maison était la séance annuelle de la maison une fois par an et je n'avais pas envie de la gâcher. Mon unique frère et sœur, qui est aussi mon meilleur ami, a déménagé à cause de la toxicité et honnêtement, la maison n'était plus la maison sans eux. Je lui ai dit que tout ira bien et que je vais enfermer. Après son départ, il était encore très inquiet et a essayé de me persuader de rentrer à nouveau chez moi. Il essaya d'expliquer que même s'il avait dormi chez lui auparavant, pour une raison quelconque, ce soir, la maison lui semblait tout simplement déstabilisante. Je pensais que c'était parce que la maison avait plus d'1 siècle, mais elle venait juste d'être rénovée donc je me sentais mieux. Je lui ai rappelé qu'il y avait une alarme de sécurité à la maison que je réglais toujours. Le quartier était sûr et j'avais 4 chats sympathiques avec moi. Il est parti à contre-séhure et est rentré chez lui. Et c'est à ce moment-là que cela a commencé à se produire. J'ai fermé toutes les portes et fenêtres, tout verrouillé et réglé l'alarme de sécurité. Une fois que je me suis senti confortablement dans mon lit, la télévision a commencé à s'allumer toute seule. Nous utilisions juste la télévision, alors j'ai pensé que je m'étais accidentellement assis sur la télécommande. Mais j'ai vu la télécommande sur la table de nuit. Je l'ai rapidement éteint. Au moment où il s'est éteint, il s'est rallumé. J'ai trouvé que c'était étrange puisque la télévision fonctionnait parfaitement toute la nuit. Mais c'était encore plus étrange que lorsque le téléviseur s'allumait tout seul, il passait sur cette chaîne hors tension comme si c'était juste du noir et blanc, comme s'il n'y avait pas de signal. Alors j'ai continué à l'éteindre et il a continué à s'allumer. J'ai commencé à paniquer et à débrancher complètement le téléviseur. Même si j'avais déjà vécu des expériences effrayantes dans cette maison, celle-ci ne s'était jamais produite auparavant. Je me suis dit que la maison venait d'être rénovée. Il y a peut-être eu des problèmes de câblage. Je ne suis toujours pas rentré chez moi et je suis allé dormir sur le canapé à la place. Le lendemain, mon copain est revenu. Je lui ai raconté ce qui s'était passé la veille et il m'a dit que j'aurais dû rentrer chez moi. J'étais assez paniqué, mais honnêtement, ce n'était toujours pas aussi grave que de devoir m'occuper de ma famille. Ce soir-là, nous avons de nouveau dîné ensemble et regardé un film dans le salon. Pour cette partie suivante, je dois expliquer la structure de la maison. La maison est sur 2 étages. Il y a un premier étage où vous entrez par la porte d'entrée directement dans le salon. Et le deuxième étage est en fait le sous-sol, qui est essentiellement un grand salon avec une autre pièce pouvant servir de chambre d'amis.
Les escaliers menant au rez-de-chaussée sont incroyablement grinçants et effrayants. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas réparé lors de la rénovation. Quant aux chats, ils adorent être partout et n'importe où. Ils avaient tous la personnalité où ils voulaient être avec vous, mais pas nécessairement dans leurs bras ou dans leurs câlins. C'étaient tous des chats plutôt calmes qui aimaient les environnements plus calmes. Sur les 4 chats, il y avait un chat qui était le plus jeune, âgé d'environ 3 ans, et il était juste un peu plus petit que les 3 autres. Cette nuit-là, alors que nous regardions les films, mon sang s'est glacé lorsque j'ai entendu des bruits venant du sous-sol qui ressemblaient à des pleurs d'un bébé. Mon petit ami s'est figé alors qu'il se tournait lentement pour me regarder, comme pour me signaler silencieusement si je l'entendais aussi. Je me suis souvenu de mon travail au refuge pour animaux pendant ma formation que parfois les chats ressemblent à des bébés, surtout s'ils sont contraints. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les chats aiment être avec les gens et vous suivront dans toute la maison, mais pas assez près pour se faire des câlins. J'ai compté et je n'en ai compté que 3. Le petit chat plus jeune manquait. J'ai pensé que ce devait être le plus jeune chat et je suis descendu au sous-sol où je l'ai trouvé coincé dans la pièce d'amis. Il était plus petit mais plus énergique que les autres chats. Il a en quelque sorte fermé la porte derrière lui et s'est retrouvé coincé dans la pièce tout seul. Je l'ai porté dans les escaliers et nous avons repris le film. Milieu du film. Nous l'avons fait une pause car il était temps de nourrir les chats. Les propriétaires avaient un programme alimentaire strict pour leurs chats. La station de nourriture du chat se trouvait dans la cuisine et la cuisine était la seule zone reliée au sous-sol. Pour mieux expliquer l'agencement de la maison, l'entrée principale communique avec le séjour. Le salon se divise alors en 2 sections différentes. L'une est reliée à la cuisine et l'autre à 3 chambres, l'une étant la chambre d'amis, une chambre principale et une autre chambre appartenant à l'enfant de la famille. Le salon étant également relié à la cuisine. La cuisine était l'espace de liaison par lequel il fallait y entrer pour accéder au sous-sol ou au salon. Pour ces chats, le seul moment où ils ne voulaient pas être avec des humains était pendant qu'ils mangeaient et après avoir mangé, comme ils aimaient faire des siestes ou se reposer le ventre plein, ils aimaient faire une sieste dans la chambre principale ou dans la chambre d'adolescent car ça sent la famille. Ils faisaient toujours ça chaque année où je les gardais, donc ce n'était pas nouveau. Il n'était pas non plus inhabituel de ne pas les voir pendant un petit moment. Après le repas, nous avons terminé notre film et sommes allés dans la cuisine sans aucun chat. Alors que nous dînions, nous avons tous les 2 entendu à nouveau des cris venant du sous-sol. C'était naturellement plus fort parce que nous étions dans la cuisine, qui était plus proche du sous-sol. Je n'ai vu aucun chat dans la cuisine et je n'ai pas pensé à vérifier le salon car je paniquais intérieurement. Mon petit ami était visiblement effrayé et je lui ai dit que j'allais vérifier. Puisqu'il s'agissait probablement encore du chat. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que les cris étaient un peu différents de ceux de tout à l'heure. C'était plus fréquent et plus aigu. J'ai allumé les lumières du sous-sol et j'ai lentement descendu les escaliers en prononçant le nom du chat. À chaque pas, les pleurs devenaient plus forts. Mais quand j'ai finalement réussi à me calmer, les pleurs se sont arrêtés brusquement. J'ai vérifié la pièce d'amis, les crevasses et sous le canapé. Il n'était nulle part. À ce moment-là, j'avais tellement peur et je pouvais entendre mon cœur battre dans ma tête. Je ne fais même pas de promenade régulière. Je ne fais absolument pas de jogging et je ne cours absolument pas. Mais j'ai monté ces escaliers en courant comme si ma vie en dépendait. Quand je suis revenu dans la cuisine, j'ai senti tout mon corps se refroidir. Alors que mon cœur se serrait, mon petit ami se tenait dans la cuisine avec un air horrible sur le visage alors que les 4 chats l'entouraient. Il m'a dit qu'au moment où je descendais les escaliers au bruit des pleurs, les 4 chats sont sortis en même temps de la zone où se trouvaient les chambres. Aucun chat n'était resté en bas pendant tout ce temps. J'ai immédiatement et silencieusement emballé mes affaires, les ai fourrées dans mon sac à dos et nous avons tous 2 quitté la maison. Pendant la semaine restante, je ne revenais à la maison qu'une fois par jour pour nettoyer le bac à litière et les nourrir. Je sais que j'allais à l'encontre de leur horaire de repas, mais à ce moment-là, je m'en fichais vraiment. Après le dernier jour, j'ai enfermé, j'ai déposé les clés dans leur cachette, je les ai remerciés pour cette opportunité, mais c'était ma dernière fois et je ne suis jamais revenu. Je détestais cette maison et avec le recul, les expériences que je vivais chaque année semblaient s'intensifier. J'aurais dû arrêter beaucoup plus tôt. Je me souviens encore d'avoir appelé mon frère pendant le trajet jusqu'à la maison de mes parents après l'incident.
Je me suis senti encore pire lorsqu'ils ont révélé qu'ils avaient également eu leur propre expérience dans cette maison et qu'ils ne m'en ont pas parlé parce qu'ils savaient que j'essayais d'économiser de l'argent pour déménager et qu'ils ne voulaient pas m'effrayer au préalable. Je vais commencer par des descriptions de toutes les personnes impliquées. Je m'appelle Kelsey. J'avais 17 ans au moment de cet événement. J'ai 5 minutes 3 secondes, mon ami elle est à 5 minutes 8 secondes, mon ami Samy à 5 minutes 7 secondes, c'était le 19 mars 2016. J'étais en garde de chien chez l'ami de ma mère pour obtenir un peu d'argent supplémentaire afin de m'aider avant d'aller à l'université l'année prochaine. C'était une fraîche nuit de printemps et les gens pour qui je gardais mon chien ont une véranda super cool où mes amis et moi aimons fumer. J'ai donc décidé d'inviter 2 de mes autres amis pour passer la nuit et rendre toute cette histoire de garde de chien plus amusante. Hailey et Samy étaient un peu plus âgés, Hailey ayant 23 ans et Samy 22 ans. Ils nous ont apporté de la vodka à boire. Nous avons passé quelques heures à boire, fumer, rire et rattraper notre retard. Ensuite, nous commençons à recevoir un tas d'appels téléphoniques. Normalement, cela ne serait pas bizarre, sauf que le téléphone était censé être déconnecté. Nous ignorons les premiers appels téléphoniques en pensant qu'ils laisseront un message ou un rappel le matin car il était presque minuit. Les appels étaient persistants et nous pouvions dire que cette personne n'allait pas nous laisser tranquilles jusqu'à ce que nous répondions. Samy a décidé de répondre au téléphone et il y avait un homme au bout du fil qui prétendait détenir le portefeuille du propriétaire dans une station-service à 25 minutes de la maison, ce qui n'avait aucun sens. Cet homme a insisté pour que nous venions récupérer le portefeuille maintenant, ce que nous avons tous trouvé extrêmement étrange. Après quelques minutes où cet homme a insisté sur le fait qu'il était urgent que nous venions récupérer le portefeuille, Samy a finalement fait comprendre à l'homme que nous ne quittions pas la maison et que nous le récupérerions dans la matinée. Nous avons raccroché et nous avons tous eu une sensation étrange au ventre. Nous attrapons le chien, Willis, et courons dans la chambre du fond, fermons tous les stores et verrouillons la porte. Nous avons déjà un jugement altéré à cause de l'herbe et de l'alcool. Nous discutons et nous décidons que nous étions simplement paranoïaques et que l'homme essayait juste de s'assurer que nous rendions le portefeuille au propriétaire en toute sécurité. Des heures passent pendant que nous buvons et fumons encore. Ensuite, nous décidons de regarder un film drôle et de préparer à manger pour nous calmer et nous préparer à aller au lit. Cette nuit-là, nous passons de la véranda au salon et insérons un DVD. La véranda est située entre la cuisine et le salon de la maison et la cour au bord de la piscine. La porte entre la piscine et la véranda n'a pas de serrure. Mais la porte qui se trouve entre la cuisine, le salon et la véranda n'a pas de trappe pour chien permettant à Willis de sortir pour aller aux toilettes. Nous sommes donc tous d'accord sur le fait que même si nous étions un peu effrayés par l'appel téléphonique, nous étions dans un quartier sûr et Willis aboyerait si quelque chose venait à la porte. Le temps passe. Nous rions sur les canapés, Hailey et moi assis l'un à côté de l'autre et Samy de l'autre côté de la pièce. L'horloge a sonné 3 heures du matin et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir effrayantes. Rappelez-vous plutôt comment il a laissé la porte verrouillable ouverte de la véranda pour que Willis puisse sortir pour faire pipi. C'est de là qu'il est entré. Je m'immerge pleinement dans la comédie, mais avez-vous parfois ce sentiment inexplicable d'être observé par quelqu'un? Ce sentiment est soudain devenu accablant. Je me tourne vers la cuisine et vois une masse sombre penchée dans la cuisine. Je me fige et pendant une seconde, je crois que je vois des choses. Je regarde cette masse atteindre le placard et c'est à ce moment-là que je réalise qu'il y a quelqu'un dans la maison. Je donne un coup de coude sur le côté d'Hailey et lui dis très doucement, « Hailey, je pense qu'il y a quelqu'un dans la maison. » Elle regarde dans la cuisine et crie au meurtre. Cette masse sombre tourne alors la tête et regarde directement notre contact visuel et j'ai senti tout mon corps se tendre. Tout ce que je pouvais voir, c'était ses yeux bleus perçants contrastant avec la lampe orange juste en dessous du meuble sur la table. Tout le reste était couvert par son sweat à capuche noire, son pantalon, ses chaussures et ses gants. Il portait même un masque de ski qui lui couvrait le nez et la bouche. Samy se lève alors pour regarder ce que Hailey et moi regardons et rassemble d'une manière ou d'une autre le courage de crier « Foutez le camp ». Il ferme calmement le placard et sort lentement par les portes de la véranda. Nous nous levons immédiatement et nous précipitons vers le coin de la pièce le plus éloigné de l'endroit où il était accroupi et appelons le 911. Ils arrivent 3 minutes plus tard et fouillent tout l'appartement, prennent nos déclarations et restent assis à l'extérieur de la maison pour le reste de la nuit pour voir si l'intrus reviendrait. Nous ne sommes pas restés tous les 3 assez longtemps pour voir s'il le ferait. Nous laissons notre alcool, notre herbe et ma voiture à la maison avec les flics et le chien et rentrons chez nous. Nous revenons le lendemain pour trouver des vêtements en désordre partout dans la maison et des miettes près de la porte du chien.
naturellement, pour que Willis n'aboie pas contre quiconque entre. À ce jour, nous ne savons toujours pas qui nous a appelés et ou qui est entré dans cette maison. Je n'y suis pas retourné. J'ai 28 ans. Je suis un amoureux des animaux depuis que je suis enfant, ce qui m'a amené à poursuivre un cheminement de carrière lié aux animaux. Je suis assistante vétérinaire, mais pendant un moment, j'ai aussi eu un petit travail parallèle dans lequel j'offrais une maison chez Animal à des gens qui partaient en vacances, etc. Cela allait des chats aux chiens en passant par les oiseaux. En fait, j'ai passé plusieurs week-ends entiers à la maison pour des personnes qui n'avaient probablement pas de famille disponible pour les surveiller. Étant une jeune femme qui travaille déjà dans un hôpital vétérinaire, la plupart des gens n'étaient pas intimidés par l'idée que je reste chez eux pendant leur absence. Je n'étais pas une simple personne venue du hasard. Mes informations d'identification étaient partout sur Internet. Un jour, j'ai reçu une réponse à mon annonce d'un homme nommé Jérémy qui recherchait mes services. Il avait un haras d'une vingtaine d'années et un chat qu'il devait surveiller pendant un week-end pendant son absence. Il a tout de suite augmenté le prix et m'a proposé $300 pour tout le week-end. J'ai accepté cette offre parce que c'était une bonne affaire. J'ai de l'expérience avec des oiseaux de tout type, y compris des haras, mais ce serait la première fois que j'en observais un pendant un week-end entier. J'ai rencontré Jérémy chez lui. C'était une maison d'angle basique et normale pour le quartier. C'était un petit homme d'une cinquantaine d'années. Si je devais deviner, il avait les cheveux grisonnants et une moustache grisonnante. Il avait l'air très sympathique. D'après mon expérience, la plupart des amoureux des animaux le sont. Après avoir rencontré Jérémy, j'ai rencontré son oiseau Ringo et son chat Casper. Ringo était énorme. J'ai déjà manipulé des haras, ce qui, je suppose, était en partie la raison pour laquelle Jérémy m'a embauché. Il m'a parlé de la personnalité et des bizarreries de Ringo et de la manière de le faire se taire s'il fait du bruit. Ringo n'arrêtait pas de répéter « Papa est à la maison », comme Jérémy s'en occuperait. Il a ri et a dit que c'était ce qu'il disait quand il le voyait. Ringo a dit quelques autres phrases en même temps, toutes des phrases de 2 ou 3 mots. Après m'avoir montré comment nettoyer la cage et tout le reste, il m'a montré le reste de la maison et m'a dit à quelle fréquence nourrir Casper. Il m'a demandé de ne pas entrer dans d'autres chambres à l'étage que la chambre d'amis où je dormirais, ce qui était compréhensible. Il y avait une salle de bain à l'étage, juste à côté de la chambre, et il m'a dit que je pouvais me servir de sa nourriture. Cependant, je suis végétalien, j'ai donc apporté ma propre nourriture pour le week-end. Après tout cela et après avoir appris à me connaître un peu, il m'a donné la clé de la maison et est parti. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'il partait et je suis resté seul avec Ringo et Casper. Il était déjà tard dans la journée à ce moment-là, comme 20 h, il faisait noir dehors, donc il n'y avait plus grand-chose à faire cette nuit-là. Casper était déjà nourri et Jérémy avait déjà laissé assez de nourriture dans la cage de Ringo pour la nuit. La cage se trouvait dans le salon au centre de la maison, juste à côté de la télé. Alors j'ai allumé la télé et je me suis laissé tomber sur le canapé. Casper se cachait quelque part dans la maison, hors de vue. Ringo était juste assis dans la cage et me regardait. Après quelques heures passées à regarder la télévision et à manger mon petit dîner, je me suis couché. Aucune raison de veiller très tard. J'ai dormi avec la porte de la chambre ouverte et je me suis réveillé au milieu de la nuit avec un bruit. La meilleure façon dont je pourrais le décrire était 2 bruits de craquement forts. Je me suis assis et j'ai écouté pendant une seconde. Rien. Alors je me suis allongé et je me suis rendormi. Il y avait un oiseau géant dans une cage en bas. Entendre des sons n'était pas inattendu. Le lendemain, c'était assez facile. J'ai nettoyé le bac à litière de Casper, je l'ai nourri et j'ai nourri Ringo. J'ai laissé Ringo jouer pendant quelques heures. Il s'est perché sur le dossier du canapé derrière moi pendant que je regardais la télévision. Jérémy m'a dit que Casper et Ringo s'ignorent généralement, donc je n'aurais pas à m'inquiéter si l'un s'attaque à l'autre. Quelques heures plus tard, j'ai quitté la maison pour aller explorer un peu la région. Je suis allé me promener dans le parc et j'ai envoyé FaceTime à quelques-uns de mes amis. J'ai aussi fait un peu de route et j'ai acheté de la nourriture pour le dîner ce soir-là avant de retourner à la maison. Il était environ 7 h lorsque je suis rentré. J'ai interagi avec les animaux pendant quelques heures pendant que je dînais et regardais la télévision. Jérémy était censé rentrer tard demain. J'ai appelé ça une nuit. Encore tôt, je me suis endormi avec la porte ouverte à nouveau. Cependant, une fois de plus, je me suis réveillé avec un son. Cette fois,
Je crois que c'était le bruit de la porte de la chambre qui se fermait. J'ai levé les yeux et j'ai vu que la porte de la chambre était maintenant fermée. Lorsque les fenêtres étaient ouvertes, il y avait peu ou pas de vent pour créer un courant d'air. C'était bizarre. Je pouvais aussi entendre des bruits venant d'en bas. On aurait dit que Ringo se déplaçait dans sa cage et parlait. Je suis sorti de mon lit pour le surveiller et m'assurer qu'il va bien. Alors que je descendais les escaliers, je l'entendis parler plus clairement. Je suis arrivé à la cage et j'ai vu qu'il était bien éveillé et qu'il se promenait. Je me souviens de ce que Jérémy m'a dit de faire pour qu'il se calme. Offrez-lui une friandise particulière. J'ai fouillé dans le sac pour en attraper un, mais ensuite il a prononcé la phrase « Papa est à la maison ». J'ai trouvé cela étrange et légèrement troublant. J'ai mis une friandise devant le visage de Ringo et il l'a attrapé. Cela l'a finalement amené à arrêter de faire du bruit, mais c'était quand même bizarre qu'il se réveille au milieu de la nuit. Je suis retourné dans la chambre et j'ai laissé la porte ouverte. Je me suis rendormi et je ne t'ai pas chié, je me suis réveillé une fois de plus, peut-être un peu plus d'1 heure plus tard. Cette fois, je n'ai pas entendu ce qui m'a réveillé, mais j'ai levé les yeux dans la pièce avec un air hébété et dans l'obscurité presque noire de la pièce, j'ai vu une masse noire au centre de la pièce s'éloigner du lit et dehors. Je me suis assis et j'ai presque crié jusqu'à ce que je reprenne complètement mes esprits. Je devais maintenant me demander si ce que je venais de voir était une hallucination ou non. J'ai attrapé mon téléphone pour allumer la lampe de poche mais sur l'écran, j'ai vu que j'avais reçu un SMS de Jérémy il y a environ 1 heure. C'est lui qui me disait que si Ringo fait du bruit au milieu de la nuit c'est normal et qu'il faut l'ignorer. J'ai regardé mon écran en lisant le texte au moins 10 fois. Ce texte a été envoyé à peu près au même moment où je me suis levé pour offrir une friandise à Ringo. Je me suis senti mal tout d'un coup. Cette masse noire dans la pièce que je viens de voir. Et si c'était réel ? Et si ce n'était pas une hallucination ? Je suis sorti du lit et j'ai allumé la lampe. J'ai commencé à préparer mon sac le plus rapidement possible. Je n'ai pas apporté beaucoup de vêtements donc j'ai été emballé très rapidement. Je suis allé tranquillement dans la salle de bain à côté pour récupérer rapidement tous mes articles de toilette. Et puis je suis sorti de la salle de bain sur la pointe des pieds et je me suis retrouvé dans le couloir à l'étage, presque noir, avec toutes les portes des chambres. J'ai regardé dans le couloir et je pourrais jurer avoir entendu le moindre bruit venant de l'une des chambres. Je ne sais pas pourquoi, mais cette immense curiosité m'a presque hypnotisé et je me suis glissé dans le couloir jusqu'à ce que je présumais être la chambre principale. J'ai approché mon oreille de la porte et j'ai entendu un bruit de cliquetis. Cela ressemblait à un choc. Il était là-dedans. C'est putain de flippant. J'ai frappé à la porte et j'ai dit « Jérémy, tu es là ?» Le bruit de balancement s'arrête et il y a maintenant un silence de mort. Je me suis répété et cette fois j'ai dit que si tu es dans la maison, je dois le savoir tout de suite avant de partir. Toujours le silence. J'ai quitté la maison précipitamment, laissant la clé sur la table et je n'ai pas regardé en arrière. Sur le chemin du retour, je lui ai envoyé un long SMS disant que j'envisageais de signaler cela aux autorités comme une sorte de harcèlement ou de violation de la vie privée et que j'étais extrêmement perturbé par sa présence dans la maison. Il a immédiatement essayé de m'appeler 3 fois, mais honnêtement, j'avais trop peur pour répondre. Il m'a ensuite envoyé un SMS pour s'excuser et m'indiquer que son frère était rentré à la maison de manière inattendue ce soir-là. Je savais que c'était de la merde totale. J'ai exigé qu'il me paie et je ne poursuivrai pas cette affaire. Il m'a envoyé un paiement via Zelle et c'est tout. Je déteste même mentionner cette partie, mais le lendemain, j'ai réalisé qu'il me manquait un certain vêtement dans mon sac dont je sais pertinemment qu'il l'a sorti de mon sac. J'ai largement choisi de bloquer cette mémoire. Ce sera la première et la dernière fois que j'écrirai un récit détaillé de cette expérience.